Babelut. 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 Parce qu'ils remplacent les yeux et permettent aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer en toute autonomie et en toute sécurité, les chiens guides ou chiens d'assistance doivent être considérés comme des personnes à part entière, indissociables et inséparables de leurs maîtres aveugles ou malvoyants. Il faut dire que n'est pas chien guide qui veut, car ce n'est qu'après de longues années de formation et d'éducation que l'on devient apte à guider son maître. Hélas, toutes les personnes aveugles et malvoyantes n'ont pas la chance d'avoir des compagnons aussi qualifiés et aussi dévoués pour les guider et leur faire éviter les pièges de la jungle urbaine. Cette 42e journée mondiale de la canne blanche, célébrée le 15 octobre 2022 sous le thème Canne blanche, outil de communication, de promotion et d'inclusion, nous donne l'occasion de parler de cet autre formidable compagnon des personnes malvoyantes, le chien guide. Trop souvent discriminé, interdit de taxi ou de commerce, des comportements non seulement incompréhensibles pour le chien guide, mais qui rajoutent du désarroi et du stress aux personnes malvoyantes qui sont déjà fragilisées et souvent isolées. Ces comportements et ces incivilités commises par des chauffeurs de taxi ou des agents de sécurité dans les commerces ne sont heureusement ni de la méchanceté ou de la cruauté, mais plus souvent de l'ignorance, tant de la loi sur la mobilité, l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance dans les lieux publics, ou simplement par mauvaise habitude, ou encore par méconnaissance religieuse dans certains cas. Nous avons la chance d'avoir avec nous des personnes qui sont directement concernées, en la personne de Lawari, chauffeur de taxi, Ahmed, agent de gardiennage, et Jeff de la SBL Entrevue. Ils vont être interviewés par des membres de la SBL Le Troisième Œil. Nous allons commencer notre émission par le témoignage de Fatima, une personne malvoyante qui s'est vue refuser un taxi parce que celle-ci était accompagnée de son chien d'assistance. Quand je téléphone, je sais que je vais avoir un problème. J'ai un chauffeur l'autre jour qui m'a dit ceci. Oui, on a envoyé le message, mais en plus, on m'a téléphoné. Mais j'ai bien voulu venir vous chercher. Donc, il me faisait en plus une faveur. Je suis discriminée. C'est pas seulement un ressenti, c'est une réalité. Bonjour, je suis Taha. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, moi c'est Lawari et je suis chauffeur de taxi indépendant à Bruxelles. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jeff Bertemes et je suis assistant de direction mais également chargé de communication et de sponsoring pour l'association Entrevue. Alors en ce qui concerne l'association, voilà déjà plus de 30 ans qu'Entrevue forme des chiens guides et les offre à des personnes déficientes visuelles et ce sur l'entièreté du territoire belge. Grâce à notre action, nous participons à rendre à nos bénéficiaires un peu de l'indépendance et de l'autonomie dont le handicap visuel les prive. Pour le petit historique, l'association a débuté ses activités en 1989 dans la région namuroise et s'est installée depuis 2002 à Liège au sein d'une école spécialisée pour les jeunes déficients sensoriels. C'est un emplacement idéal pour nous parce que ça nous permet d'exercer nos élèves chiens guides directement en milieu urbain. Bonjour à tous, donc moi c'est Ahmed, donc j'ai 30 ans, je suis agent de gardiennage depuis maintenant bientôt 9 ans. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans dans les magasins, donc les magasins alimentaires comme Delhaize, comme Aldi, comme Colruyt, plein de magasins. Et donc voilà, je me sens aussi concerné par ces discussions. Alors, dites-moi, que pensez-vous de la mésaventure de Fatima ? Alors moi ce que je voudrais dire à Fatima, c'est que honnêtement et moi personnellement, je pense que c'est vraiment un acte isolé, parce que sincèrement, ça fait longtemps que je fais le métier, et c'est quand même assez rare qu'il y a des refus comme ça catégoriques. En général, les taximans sont assez bienveillants,
Et quand c'est des situations un peu délicates comme ça, bah, on trouve toujours quelqu'un qui va aider la personne. Donc voilà, ce que je pourrais dire encore à Fatima, c'est que bah, il faut pas se fier faut pas rester à cette expérience, faut pas rester à cette expérience négative, hein. Je pense que il faut surtout se dire qu'il y a des trains qui arrivent, il y a plus souvent des trains qui arrivent à l'heure qu'il y a des trains qui sont en retard. Et bah, je suis presque sûr que Fatima confirmera ce que je dis. Et pour vous, Ahmed? Alors ça, il y a deux options. Ou c'est de l'ignorance. Donc malheureusement, il y a des gens qui sont dans le métier depuis, allez, on va dire une trentaine d'années, qui n'ont pas fait la formation comme moi en 2014. Ils n'ont pas eu de mise à jour de la loi, etc. Donc ils ignorent que en réalité, le chien accompagnateur, c'est très particulier. Il peut rentrer dans ce genre de lieu-là. Donc ou c'est de l'ignorance ou c'est de la méchanceté. Comment expliquez-vous le comportement de certains chauffeurs qui refusent les chiens guides? Alors, comment expliquer, comment tu veux que j'explique pourquoi on refuse les chiens d'aveugles dans les taxis? Mais écoute, moi je sais, j'ai envie de dire je sais pas trop, mais j'imagine et je pense peut-être que c'est juste le fait que il y a, il y a peut-être un petit souci avec ça, du manque d'information, je dirais. En tant que chauffeur de taxi, avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation où un déficient a été refusé d'accès au taxi avec son chien guide? Alors moi, en tant que taximan, euh, j'ai déjà entendu effectivement des gens qui refusaient, mais j'ai déjà entendu en fait, bah, rarement en vérité, mais c'est déjà arrivé. Alors il faut savoir que dans la communauté du taxi, surtout quand on est chauffeur indépendant, on se donne le droit, ou en tout cas on se donne la permission, le droit, j'ai envie de dire, de prendre qui on veut dans notre voiture. Alors si on est averti qu'il y a, qu'il y a une personne avec un oiseau sur son épaule ou un chien en laisse, on a le choix. Je dis que si on est averti, parce qu'en général, quand on travaille avec une centrale, par exemple comme Taxi Vert, elle prévient toujours en fait ses chauffeurs quand il y a un chargement exceptionnel, entre guillemets, je veux dire. Donc le chauffeur se donne le droit de refuser de charger les personnes qui lui plaisent pas, entre guillemets, encore une fois. Mais voilà, pour confirmer oui, j'ai déjà entendu, ouais, à la centrale, mais on prévient avant. Et vous, Ahmed, en tant qu'agent de sécurité, comment ça se passe? Alors, on a suivi une formation, la loi Tobac, l'ancienne loi Tobac. Maintenant, c'est la loi Yambon. Donc, la loi Tobac, c'est 160 heures de formation. Dans cette formation, on a appris à qui on peut donner l'accès, à qui on peut refuser l'accès. Dans les magasins alimentaires, on ne peut pas laisser entrer d'animaux vivants. Donc, que ce soit un chien, un chat, comme vous voulez. En réalité, c'est l'AFSCA qui refuse donc qu'un animal entre dans un magasin où on vend de la nourriture, sauf exception. La loi a bien prévu une exception, les chiens accompagnateurs. Ils ont un passe-droit pour passer partout, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons médicales, un chien peut rentrer, dans les magasins, dans les magasins alimentaires, dans les bars, dans les restaurants. Le chien accompagnateur peut aller partout, comme un être humain, tout simplement. En tant qu'agent de sécurité, avez-vous été confronté à des situations où des déficients visuels ont été refusés d'entrée à cause de leur chien guide? Oui, j'ai déjà eu des collègues, quand on se retrouve pour faire des formations en interne, parce qu'on est souvent formé,
Et justement, on fait des refreshs, les agents de gardiennage, tous les 5 ans. Et c'est là où, allez, on est une petite vingtaine, une trentaine. Et c'est là où on a toutes les mises à jour de toutes les lois en vigueur qui sont sorties. Donc, et en l'occurrence, on a des personnes âgées qui travaillent dans le gardiennage, qui sont un petit peu anciens. Et c'est vrai qu'on a déjà entendu ce genre de questions. On met tout sur la table, quoi. Toutes nos questions. Et ouais, cette question-là est déjà sortie plusieurs fois. Comment reconnaître un chien d'accompagnement. Voilà, oui, on a déjà eu ce genre de cas-là. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un refresh en règle générale sur toutes les lois en vigueur, que ce soit les nouvelles lois et même les anciennes lois. Donc on nous rappelle pour pas qu'on oublie. Et à chaque fois, on nous rappelle que les chiens accompagnateurs ont le droit de pénétrer dans les lieux publics, que ce soit donc dans, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, tous les lieux de nourriture et magasins. Donc voilà, oui, à chaque fois c'est déposé sur la table. Alors, comment expliquez-vous que certaines personnes malvoyantes se voient refuser l'accès à des magasins à cause de leur chien guide? Alors parfois, nous, on connaît la loi en tant qu'agent de gardiennage, et parfois, le directeur du magasin, ou la directrice, ou le gérant, comme vous voulez, parfois, eux ne connaissent pas la loi, ils ne se sont pas mis à jour. J'ai déjà eu le cas où je faisais ma ronde dans le magasin pour voir si tout allait bien. Et donc j'ai la chef caissière qui m'appelle pour me dire viens vite, il y a une dame ici en colère avec son chien, elle ne veut pas comprendre. Et j'arrive sur place et donc elle me dit ouais, elle veut, la vieille dame ici, elle veut rentrer avec son chien. J'ai dit oui, mais c'est un chien accompagnateur. Oui, mais quand même, c'est interdit, c'est l'AFSCA qui l'a dit. Non, madame a le droit de rentrer, c'est un lieu public. Donc je l'ai pris à part pour pas froisser la personne. Et j'ai dit à la chef caissière, si, ne t'en fais pas, elle a tout à fait le droit d'entrer dans le magasin. C'est une cliente qui est malvoyante et elle peut entrer comme bon lui semble dans tous les lieux publics. Donc il n'y a aucune Interdiction. Pour Les concernant. lui donner l'accès, quoi. La plupart du temps, les gens semblent simplement ignorer la loi, quoi. Tout à fait. Ben, en fait, tous les citoyens qui connaissent une loi peuvent très bien en référer à un autre citoyen, que ce soit un directeur, une chef caissière ou n'importe qui. Si la loi donne le droit à une personne avec un chien accompagnateur, il faut le rappeler à tout le monde. Peut-être même qu'un directeur de magasin ou un cadre d'une société ne le laissera pas rentrer. Et nous, agents de gardiennage, humblement, on ira dire gentiment, non, la loi autorise cette personne à entrer. Vous n'avez pas le droit de la stopper. Et d'ailleurs, si elle dépose plainte, voilà, vous êtes perdant tout de suite, quoi. Alors, Monsieur Berthemès de l'ASBL, entrevue. Parlons un peu de ces fameux chiens d'assistance. Combien de temps faut-il pour éduquer un chien guide? Très, très bonne question. Je ne vous cache pas qu'il faut beaucoup de temps pour former un chien guide complètement, mais on oublie souvent que nous formons également la personne déficiente visuelle à utiliser son chien. Donc il y a une double formation. La formation du chien guide va commencer vraiment tout petit. Donc nous opérons une sélection à l'âge de 8 semaines afin de savoir si le chien est stable, à l'aise avec l'humain, courageux, curieux. Ce sont vraiment les qualités d'un futur chien guide et nous travaillons avec des élevages partenaires que nous connaissons et que nous allons forcément visiter. Ensuite, le chien entre en famille d'accueil à partir de l'âge de 8 semaines. C'est la deuxième grande étape. Il va rester en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 12 à 18 mois. Le rôle de la famille d'accueil, ça va vraiment être de socialiser le futur chien guide au sein d'une vie familiale, de leur permettre de nombreuses sorties dans des endroits variés, leur apprendre à voyager dans des divers transports en commun, leur faire vivre vraiment des expériences riches, diversifiées et positives dans toutes les situations de la vie courante. Il faut que le chien guide soit à l'aise partout. C'est vraiment essentiel pour nous. En sachant que nos familles d'accueil bénévoles viennent également tous les mercredis après-midi suivre une séance d'éducation avec nos éducatrices professionnelles. Troisième grande étape, le chien entre à l'école. Et là, c'est vraiment comme sur le mode de l'internat. Il va rester à l'école du lundi au vendredi et repartira en famille d'accueil le week-end. Donc, c'est vraiment un élève. On estime
rien que pour cette partie de la formation, donc la troisième, qu'il faut plus ou moins 700 heures de travail professionnel à nos éducatrices pour former un seul chien guide. Alors lorsque le chien satisfait, il est confirmé par un moniteur sous bandeau et là, il peut enfin rencontrer, plus ou moins à l'âge de 2 ans, son futur bénéficiaire qui, je le rappelle, a été formé en parallèle. Donc là, il y aura encore toute une série de stages, donc, dont un stage de 3 semaines pour la personne déficiente visuelle et son nouveau chien guide, une période de 3 mois de mise à l'essai pour voir si le couple fonctionne bien et enfin une épreuve certificative. Ça fait beaucoup d'étapes, je m'en rends bien compte, mais c'est la réponse à la question. Ce qui répond peut-être à une autre question, à savoir la valeur d'un chien guide qui aujourd'hui est estimée par la Fédération belge du chien d'assistance à plus ou moins 25 000 euros. Est-ce que tous les chiens peuvent-ils devenir des chiens guides? Définitivement non. Il faut déjà que le chien soit stable, à l'aise avec l'humain, curieux, courageux, ce sont vraiment des qualités que nous recherchons auprès du chien guide. Certaines races ont ces prédispositions, et notamment le labrador, qui est essentiellement utilisé pour devenir chien guide. Dans une moindre mesure, nous travaillons également avec des bergers, de temps en temps avec des golden retrievers, mais également avec des caniches royaux, parce qu'ils ont la particularité d'être hypoallergéniques et donc de pouvoir convenir à des personnes bénéficiaires allergiques. Il faut savoir aussi que le labrador, pour prendre son exemple, a un bon capital sympathie auprès du grand public et va donc servir de vecteur social. Finalement, il faut aussi que le chien ait une bonne hauteur pour que la personne ne soit pas trop penchée, par exemple, et puisse se déplacer aisément avec lui. Pourquoi toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes n'ont pas tous des chiens d'assistance? Toutes les personnes mal ou non-voyantes n'ont pas forcément d'affinité avec le chien. Il faut savoir que s'occuper d'un chien au quotidien est quelque chose de parfois contraignant. Il faut le sortir, il faut s'en occuper. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Donc je peux tout à fait comprendre que certaines personnes n'aient pas cette envie ou cette affinité avec le monde canin. Et puis, autre chose, le temps d'attente pour bénéficier d'un chien guide est extrêmement long. On l'estime actuellement à plus ou moins 2 ans. Donc ça peut freiner certaines personnes aussi d'attendre pendant 2 ans leur chien guide. Il y a aussi toute une série de conditions d'obtention que je ne vais pas énumérer ici parce que ça serait beaucoup trop long, mais vous pouvez les retrouver sur notre site www.entrevue.be. Donc voilà, je pense que ça répond déjà partiellement à la question. Que peut-on faire pour améliorer la situation? La sensibilisation. Une campagne de sensibilisation. Et voilà. Les campagnes de sensibilisation qui pourraient passer en forme de publicité à la télévision, de quelques secondes. Pour moi, il faut faire absolument une campagne de sensibilisation. Et il faut que ça soit formé dans tous les lieux publics. Donc que ça soit les shopping, parce que j'ai travaillé aussi dans les shopping centers, les grands shopping centers. Donc il faut former d'abord les cadres, les directeurs, parce que c'est eux qui donnent les directives de ne pas laisser entrer les animaux. Donc un directeur d'un grand shopping ou une grande galerie commerçante, c'est d'abord lui qui doit être briefé, pour ensuite briefer les gens qui sont juste en dessous de lui. Et donc voilà, la loi, elle doit être rappelée un petit peu à tous les corps de métier, à tous les magasins d'alimentation, aux restaurants, aux snacks, un peu partout. Donc pour moi, une campagne de sensibilisation, ça va, normalement, un petit pourcentage va continuer à respecter la loi. Alors, ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, certainement communiquer, oui, certainement. Oui, je pense qu'il n'y a pas de mal à aller vers les taximans qui sont des gens très sympas, hein, faut pas oublier ça, et des gens qui comprennent très très bien. Et oui, pourquoi pas, si vraiment en fait ça pose, vous pensez en fait que ça pose un vrai problème, une petite on va dire une petite campagne de communication, même aller vers le taximan sans spécialement prendre une course, hein, et expliquer que voilà, expliquer les situations. Voilà, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Que retenir de cette émission? Qu'il est important
de continuer de mener des campagnes de communication pour sensibiliser le grand public sur le bon comportement à adopter face aux personnes déficientes visuelles accompagnées de chiens d'assistance. Pour donner tous ensemble un bon coup de canne aux injustices et discriminations dont sont victimes les chiens guides et indirectement leurs maîtres. Car, comme le dit si bien l'adage, il n'y a pas de meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever. Merci à toutes et à tous pour votre participation et vos témoignages. Babelut. Babelut.